Dans le podcast AWS en français, on parle d'architecture hybride. C'est quoi, pourquoi, à quoi ça sert, comment ça marche? Ne quittez pas, on va répondre à ces questions maintenant. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Chaque vendredi matin, un nouvel épisode que vous recevez directement dans vos applications de podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Apple, Google, Podcast Addict, Deezer, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Vous êtes nombreux encore à nous écouter sur le web. Ce qui me surprend toujours, c'est plus confortable de télécharger et d'écouter en faisant votre jogging sous la douche. Enfin, mettez pas le téléphone sous la douche, mais ou en cuisinant, en conduisant. Vous êtes nombreux à me dire que vous écoutez le podcast en conduisant. Et la demi-heure correspond juste à votre temps de trajet. Donc on va rester sur ces durées-là pour le futur, 30 à 40 minutes. Aujourd'hui, on parle d'architecture hybride, cloud à cloud, cloud on-prem, et avec des cas d'usage assez spécifiques. J'ai le plaisir d'accueillir Christelle Legal, qui est lead Cloud Solution Architect. Pardon, Christelle, d'avoir écorché ton titre. Et Jules Mermet-Husson, qui est Cloud Solution Architect, tous les deux chez Atem. Jules, pour commencer, dis-moi, Atem, c'est quoi ? Bonjour Sébastien, donc Atem, c'est une entreprise française qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans. Donc maintenant, ça regroupe plus de 500 collaborateurs partout dans le monde. Donc le HQ est à Vélizy, proche de Paris. On a des équipes de R&D qui sont aussi à Rennes, à Grenoble, et après des équipes techniques et commerciales qui sont vraiment partout dans le monde, au plus proche de nos clients. Et donc ce qu'on offre à nos clients, c'est des solutions logicielles end-to-end dans le monde des médias. Donc les clients qu'on adresse, c'est des broadcasters, des chaînes de télévision, mais aussi des telcos, des opérateurs téléphoniques. Et le principe de nos solutions, c'est de transformer le signal vidéo pour que ça vienne donc de là où il est produit, typiquement un stade de foot lorsqu'il y a un match, pour l'envoyer jusqu'à chez vous, donc que ce soit pour le regarder sur la télévision ou sur le téléphone par exemple. Donc vous êtes des spécialistes du traitement digital de la vidéo, l'encodage et toutes ces complexités et subtilités, mais aussi du delivery, donc du transport de ces streams vidéo d'un point A à un point B, et vous produisez des solutions logicielles pour vos clients, pour les aider à faire ça. C'est ça. J'ai bien compris. C'est exactement ça. En fait, on a des solutions donc, qui couvrent la partie, ce qu'on appelle contribution. Donc c'est vraiment la partie du stade de foot jusqu'à la chaîne de télévision. On va venir encoder le signal vidéo pour qu'il prenne moins de place tout en gardant un très haut niveau de qualité. Et après, on va avoir toute la partie distribution où là encore, on va venir réencoder le signal vidéo avec des débits qui sont beaucoup plus réduits, et en fonction du mode de distribution, donc ça va être soit pour par exemple de la TNT, si on le regarde directement sur le téléviseur, ou via internet, on va avoir des logiciels qui vont venir faire du packaging, donc ça veut dire venir découper le signal vidéo en petits fichiers pour qu'il puisse se faire transporter beaucoup plus facilement sur des réseaux internet. On a aussi des solutions de CDN pour pouvoir amener la vidéo au plus proche de là où elle va être consommée. Et après, on a aussi des logiciels qui apportent de la valeur ajoutée au contenu, comme par exemple du Cloud DVR. Donc, on avait eu l'occasion de faire un podcast il y a quelques mois sur ce sujet-là, ou alors des solutions aussi d'insertion de publicité pour venir monétiser en fait le contenu qui va être diffusé. Et vous travaillez aussi avec les telcos, tu as dit. Je suppose qu'on parle là de regarder la télé sur les box des telcos et toute l'offre VOD que les telcos peuvent offrir maintenant. À la fois les broadcasters et les telcos, les diffuseurs, je vais essayer de parler français, les diffuseurs et les telcos sont des gens qui traditionnellement travaillent beaucoup on-prem. Vous travaillez beaucoup dans le cloud, c'est pour ça que vous êtes dans le podcast AWS aujourd'hui. Et donc vous devez vivre avec ces deux mondes, avec des data centers, des réseaux on-prem, et du cloud. C'est exactement ça. En fait, eux, ils sont en migration. Nous aussi, on a évolué depuis 30 ans, parce qu'au tout début d'Atem... vous avez commencé avant le cloud. C'est ça, avant le cloud, c'était des solutions qui étaient basées sur du matériel, avec du matériel vraiment dédié, parce que le processing vidéo, ça prend énormément de ressources. Après, on est passé sur des solutions qui étaient logicielles, et maintenant, ces logiciels, ils sont cloud native, donc il y a la possibilité de les déployer, que ce soit sur des clouds privés, sur des clouds publics. Donc ça donne une beaucoup plus grande flexibilité, et ça permet justement d'adresser ces nouveaux use cases et de proposer à nos clients des solutions hybrides.
Alors, dans votre contexte de traitement de signaux vidéo et d'opérateurs de diffusion, de téléopérateurs, c'est quoi la définition d'une architecture hybride ? Alors la définition d'une architecture hybride, ça va être d'avoir des logiciels donc à la fois qui sont on-prem dans les data centers, qui sont managés par nos clients, et une autre partie qui va être sur le cloud public. Donc en fait, ils vont laisser, on va dire, le management de l'infrastructure à AWS pour le coup, et c'est pas eux qui vont venir raquer les serveurs, s'occuper du réseau, etc. Et après, au niveau de nos applications, il y a vraiment une répartition donc qui peut être on va dire assez diverse en fonction de nos clients. Nos clients sont pas avancés de la même façon dans leur hybridation et dans leur on va dire migration vers le cloud. Assez souvent, ce qu'on va retrouver chez nos clients, c'est on-prem, ils vont garder ce qu'ils savent faire depuis toujours, depuis longtemps. Parce que c'est là où ils ont leur expertise, ils ont construit leur data center, ils ont investi déjà beaucoup d'argent là-dedans, et ça sera plutôt pour les nouveaux use cases qui vont venir en fait migrer sur le cloud, et c'est pour ça qu'on va avoir donc cette hybridation, le nouveau use case peut-être plus sur le cloud public, là où ils vont garder leur use case historique on-prem. Alors, on va parler des use cases dans une minute, mais c'est quoi les challenges d'avoir une architecture hybride ? Évidemment, il y a une connectivité réseau. Très naïvement, il faut connecter son data center avec le cloud, mais il y en a certainement d'autres aussi. Oui, donc oui, bonjour. Effectivement, tu disais très bien, il y a un gros challenge qui est effectivement de connecter son data center à AWS. J'ai envie de dire, c'est celui qui semble presque le plus facile. Une fois que c'est connecté, c'est fait, ça marche. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est dans une architecture hybride, il faut connaître l'environnement technique du data center qui est on-prem, et aussi il faut connaître l'environnement d'AWS. Donc ça commence à ramener des doubles compétences, à solliciter pas mal finalement les équipes techniques. Quand on fait du Kubernetes on-prem, il faut maîtriser, on va dire, le bas niveau Kubernetes. Et quand on le fait dans Amazon, c'est vrai qu'on est très content d'utiliser EKS, où on s'abstrait finalement de tout ce control plane qui est managé pour nous. EKS, c'est un service managé d'AWS qui permet de déployer des clusters Kubernetes sans avoir à se soucier de ce que moi j'appelle la plomberie. Exactement. Et c'est très pratique. Alors, quels sont les cas d'usage de vos clients en hybride, puisqu'on est là pour parler d'hybride aujourd'hui? Alors, on a 3 principaux cas d'usage chez nos clients, aussi bien, enfin peut-être plus telco d'ailleurs que chaîne de télé. Le premier est un peu plus mixte, dans le sens où ça peut convenir aussi bien à une chaîne de télévision qu'un opérateur télécom. Le premier, c'est tout ce qui va être l'événementiel. En fait, ce qui se passe, c'est que, Jules en parlait tout à l'heure, c'est que souvent, les clients qui font du live, donc des chaînes de télé live, qu'on appelle nous 24/7, donc qui tournent en permanence, un TF1, France TV, ils vont souvent mettre leur chaîne de télévision sur un data center on-prem. Et par contre, tout ce qui va être événementiel, où on demande plus de flexibilité, c'est beaucoup plus dynamique, ça fait beaucoup de sens de mettre ça dans le cloud. C'est quoi de l'événementiel? C'est un événement sportif, politique, concert, On parle, un événement typique, ça va être de l'événementiel qui peut être court comme un concert, mais ça peut être aussi quelque chose de plus long comme les Jeux Olympiques, Roland-Garros, le Tour de France. Plusieurs semaines avec quelques heures d'activité dans la journée, rien le restant de la journée, et au bout de 3 semaines, finalement, on n'a plus besoin du tout de ressources, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ce côté scalabilité, flexibilité, ça match super bien avec le cloud. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met en termes d'application dans le cloud? Qu'est-ce qu'on met on-prem? J'essaye de comprendre c'est quoi l'infrastructure qui est nécessaire pour supporter un événement comme ça pour une chaîne de télé ou un telco. Alors, ce qu'on met dans le cloud, on va mettre quasiment tout. Donc, je vais l'expliquer au début. Effectivement, si on prend de l'événementiel où il y a le signal qui va être acquis dans le stade ou via des quarts de régie. En fait, nous on fait tout ce qui se passe après. Donc, une fois qu'on récupère le signal du quart de régie, effectivement, on l'achemine vers AWS et on peut tout traiter, faire le transcodage, la compression vidéo, parce que le flux qui sort des caméras et des quarts de régie.
on parle de quand même de plusieurs gigabits par seconde, donc c'est quand même assez costaud. C'est ce que j'allais dire, c'est pas de la HD, c'est bien au-delà. Ce sont des formats extrêmement spécifiques et peu compressés, voire pas compressés, ou en tout cas sans perte d'informations. Donc on parle de gigabits par seconde de données à acquérir. Même pour de la HD, on est dans l'ordre du gigabit. Donc si on devait apporter ça jusqu'à notre maison, finalement, si on pense dans une maison où il y a les enfants qui regardent leur série, nous qui regardons, je sais pas, un autre épisode par exemple à la télé, ça fait peut-être 3 ou 4 flux qui arrivent. Un flux HD non compressé, c'est 1 gigabit. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait avoir 4 gigabits par exemple qui arrivent chez soi. Et je pense même ceux qui sont le mieux équipés en fibre optique n'ont pas ce débit-là. Et au niveau du... Je crois qu'Orange est à 2.5 gigabits en résidentiel pour le moment. Et encore, il faut acheter des adaptateurs spéciaux, etc. parce que notre équipement dans le réseau de la maison ne supporte pas ça. Une question tout à fait naïve avant de rentrer sur les détails du cloud. Est-ce que la régie, dans ce cas-là, mixe déjà les images? Est-ce que vous recevez un flux mixé quasiment prêt à diffuser, ou est-ce que vous recevez un flux par caméra et le mixage va se faire plus tard? Parce que ça change tout à fait l'ordre de grandeur, de volume de données qu'on doit traiter. Ça dépend. Quand il y a des cas régie, il se peut que la réalisation se fasse sur place, là où il y a l'événement. Et du coup, il y a un seul flux finalement qui va être envoyé. Mais après, maintenant, il y a de plus en plus de cas d'utilisation où donc on appelle ça de la remote production, où la production se fait à distance. Et donc là, on va envoyer toutes les caméras. Donc bien sûr, au niveau des contraintes réseau et individuellement. Donc on ne parle pas du tout là du même débit au niveau de l'envoi. Mais malgré tout, déjà à la contribution, on applique un encodage, donc on réduit quand même grandement la bande passante qui est utilisée. On passe de là où on était à 1 gigabit par seconde, on va redescendre à des flux qui vont être aux alentours de, par exemple, quelques dizaines de mégabits. Donc il y a déjà une réduction importante. Sans la compression avec perte de données ou de la compression sans perte de données? La compression qu'on utilise, elle est toujours avec perte de données, mais perte de données qui n'est pas visible. En fait, on joue, c'est le jeu justement de ceux qui créent les codecs et on participe à la création justement de ces codecs-là. C'est trouver les outils, trouver en fait un petit peu les combines pour arriver à diminuer le débit sans que ce soit perceptible par l'œil humain. Donc on va s'appuyer sur la redondance qu'il va avoir en différentes images, parce que par exemple quand on capture une vidéo, on va avoir 25 images par seconde. Entre chaque image, il va y avoir des choses qui vont être redondantes. On va pas avoir un changement du tout au tout. La pelouse du terrain de football. C'est exactement ça. Donc on va pas recoder à chaque fois l'information. Et on va aussi s'appuyer sur les défauts de l'œil. Notre œil n'est pas parfait, même si on a 10 sur 10 à la vision, on voit un peu moins bien les couleurs, typiquement, comparé aux nuances de gris. On voit un peu moins bien les hautes fréquences. Donc on va venir jouer là-dessus, et il y a encore des outils beaucoup plus complexes qui permettent en fait de réduire la bande passante qui est utilisée. Alors le flux arrive dans le cloud, quelles sont les briques logicielles que vous fournissez à vos clients et sur quoi ça se base côté AWS? Tu as déjà parlé de Kubernetes, mais il y a certainement des tas d'autres choses aussi. Ouais. Alors effectivement, comme disait Jules, effectivement, on commence par déjà compresser effectivement ce signal. Donc c'est ce que nous on appelle des encodeurs vidéo. Donc c'est du software. Ça tourne sur soit de l'EC2, soit on a plusieurs versions parce qu'on est en pleine évolution pour se rapprocher de plus en plus du cloud native. Donc effectivement, ça va être soit de l'EC2, ça va être soit du Kubernetes. Et après, si on doit diffuser sur une box ou si on doit diffuser sur un smartphone, comme l'expliquait Jules en introduction, c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas les mêmes formats. Donc derrière, on a encore une brique qu'on appelle du packaging qui va finalement mettre la couche d'adaptation qui va bien pour pouvoir être adapté à l'écran sur lequel on va regarder. Par exemple, pour être très concret, je pense connaître un tout petit peu, mais dis-moi si l'exemple est bon. Sur certains devices, on va streamer, je sais pas, du MP4. Enfin, c'est un container avec un encodage vidéo dedans et de son dedans. Sur d'autres, on pourrait utiliser de l'HTTP Livestream, qui sont des petits blocs, des petits fichiers séparés que le client va pouvoir télécharger en HTTP. C'est ça le packaging? Oui, ça revient à ça, oui, c'est ça. Et après, effectivement, si on stream sur un device Apple ou un device Android, on va pas forcément utiliser le même protocole de streaming non plus. Vous avez plusieurs encodages. Donc, y a aussi l'encodage pour les grandes télés, l'encodage pour les petits écrans, etc. Pour changer les bandes passantes. C'est ça, en fait, on va utiliser aussi, exactement, on va utiliser tout ce qu'on appelle dans le monde de la vidéo, c'est l'adaptive streaming. Donc, effectivement, il y a dans un flux, il y a plusieurs qualités, plusieurs résolutions.
Et effectivement, c'est ce protocole qui est fait pour s'adapter à la résolution de l'écran et à ce que va demander le player dans l'écran. Donc si le player demande une qualité optimale, enfin on va dire la plus haute qualité parce que c'est un écran plus large d'un téléviseur, et voilà, c'est le flux qui va récupérer. Et si jamais la qualité se dégrade pour une raison X ou Y, parce que les adolescents sont rentrés à la maison et qui regardent YouTube par exemple, bah voilà, on va récupérer une qualité peut-être un petit peu inférieure. Il y a pas mal de systèmes comme ça qui se mettent en place. Quelles sont les autres briques après le packaging? Eh bien, après le packaging, on fait du CDN. Donc, soit CloudFront, donc, le CDN d'Amazon, soit notre propre CDN vidéo. Donc, dans le cas où on va faire notre propre CDN vidéo, c'est souvent parce que derrière dans le use case, il y a aussi un CDN on-prem qui existe. Et ça permet effectivement de pouvoir optimiser et d'aller chercher plus facilement. C'est un premier niveau de caching, on va dire. Mais on peut aussi aller chercher du CloudFront, donc ça dépend. Ça veut dire que les telcos avec lesquels vous travaillez ou les diffuseurs télé ont développé au fil des années leur propre réseau de CDN? C'est plus vrai pour les telcos. Les diffuseurs télé, c'est bien plus rare, mais effectivement, un telco, c'est dans leur ADN finalement d'avoir des sites un peu plus proches de leurs abonnés, et ils en profitent pour mettre effectivement des serveurs de cache dans ces sites-là. Et vos applications se déploient dans le compte AWS de vos clients dans ce cas-là? Ils déploient chacun pour eux, ou vous travaillez en mode exactement. SaaS pour prendre un acronyme super à la mode pour le moment? Alors en fait, si on parle de CDN effectivement, ou on va dire d'infrastructure globale chez nos telcos, on peut dire que plus de 95% du temps, on va déployer dans le compte AWS de nos clients. Maintenant, on se lance aussi dans le SaaS parce que c'est aussi une demande. On parlait tout à l'heure de la difficulté de gérer l'hybridation. Il faut quand même connaître plusieurs technologies différentes. Et c'est vrai qu'on a des clients qui sont hyper opérationnels sur plusieurs technologies. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile d'acquérir ces compétences. Donc, le fait d'avoir du SaaS et qu'on manage tout ça pour eux, ça leur facilite quand même grandement la tâche. Donc, c'est aussi une question de maturité de notre client. Nous, on fournit une technologie, puis finalement, on va la fournir soit dans le compte AWS de notre client, soit dans notre propre compte en mode SaaS. Donc, ça va, voilà, on joue un peu avec les deux. Alors ça, c'est un mode d'hybridation relativement simple parce que presque tout se passe dans le cloud. Hein. Si je résume, c'est la capture de l'image qui se fait à l'endroit de l'événement. Il y a un premier encodage là et puis c'est envoyé dans le cloud, mais tout le reste passe dans le cloud. Tiens, encore une petite question avant de passer à un use case suivant. C'est quoi la connectivité réseau qu'on peut avoir sur un endroit d'événement? Parce que on parlait d'envoyer des mégabits par seconde, mais parfois vous êtes au milieu de la cambrousse. Enfin, je veux dire l'événement. Comment qu'on fait? C'est ça. En fait, il y a des protocoles dans le monde de la vidéo qui existent pour effectivement envoyer de manière plus, comment on dit en français, résilient. Efficace. Efficace. Résilient, c'est plus que l'efficacité. Reliable. Voilà, enfin avec effectivement un peu de correction sur de l'open internet. Donc on essaye effectivement d'utiliser ces protocoles-là qui sont faits pour ça. Et puis parfois il y a aussi du satellite ou des trucs comme ça, des liens qui peuvent se trouver entre les deux. Oui, ça peut arriver aussi. Oui. Ouais, c'est assez varié. En fait, ça va vraiment dépendre de chaque. Il se peut aussi que certains de nos clients aient même des fois des liaisons Direct Connect. C'est par exemple le cas où ils vont donc envoyer le flux de l'événement jusqu'à leur, on va dire, data center principal comme ils ont encore une infrastructure on-prem. Et après, ils envoient via Direct Connect directement dans le cloud pour faire toute la partie processing à cet endroit-là. Donc à chaque fois, les deux choix, c'est en fonction de ce que possède en fait le client. Il va choisir soit l'un, donc soit Direct Connect, soit l'Open Internet avec des protocoles sécurisés. Donc Direct Connect, c'est un service qui vous permet d'avoir une ligne louée en quelque sorte. Vous appelez votre telco et vous demandez bonjour, je voudrais un câble entre ce point-là et AWS et on vous connecte sur une des portes d'entrée AWS. Il y en a plusieurs disponibles même en France. Quels sont les cas plus compliqués? Allons-y, rentrons. Alors, un cas un peu plus compliqué, mais je pense qu'il va quand même parler, c'est ce que nous on appelle l'offloading de transcodage de VOD. Donc la VOD, c'est la vidéo à la demande. Offloading de transcodage. Je vais la refaire au ralenti. Allons-y. En fait, déjà, changement de contexte, on n'est plus dans de l'événementiel, on n'est plus dans du flux live.
on va être dans de la vidéo à la demande. Donc, quand vous allez dans votre box de votre opérateur, il y a un petit onglet vidéo à la demande, VOD, je sais pas comment ça s'appelle, ça dépend des opérateurs. Des films récents, les pays à l'unité, voilà. C'est ça, ok, d'accord. C'est exactement ça. Ça va être 3 € de la SD, 5 € de la HD pour une location, voilà, à la soirée. Donc ça, c'est de la VOD. Et en fait, pour que les opérateurs, les telcos, ils puissent proposer ce catalogue assez vaste de VOD, toujours de plus en plus de VOD, ils doivent aussi adapter le format de la vidéo à leur propre box, à la qualité qu'ils souhaitent diffuser à leurs abonnés. Et, voilà, chaque opérateur a choisi un petit peu son niveau de qualité. Donc ça va pas être un contenu qui va venir finalement des studios, ne va pas être encodé avec la même qualité. Chaque opérateur va repasser derrière pour adapter ça finalement à son offre pour leurs utilisateurs finaux. Donc pour faire tout ça, c'est du transcodage. Alors, ce qui se passe, c'est aussi parce que les telcos ont quand même des data centers. Hein, donc, principalement, les telcos, ils ont investi sur une capacité qui est on-prem, qui leur permet de faire du transcodage de ces vidéos à la demande. Et en fait, je sais pas, il y a un nouveau fournisseur de contenu qui arrive, un nouveau Canal+, qui arrive et avec 10 000 ou 20 000 VOD à transcoder. En fait, si jamais ils veulent faire passer tout ça dans leur capacité on-prem, ça va prendre des mois et des mois et des mois pour transcoder tout ça. Et donc, il y a quand même le besoin d'être prêt à un certain temps, donc le fameux time to market, qui finalement va faire en sorte de bousculer un petit peu cette habitude de transcoder on-prem. Donc, ce qui se passe, c'est que ils vont effectivement commencer à déployer des transcodages de fichiers, donc des transcodages de VOD dans le cloud, dans AWS. Et avec un mécanisme de workflow, finalement, ça déclenche, quand il n'y a plus de capacité on-prem, ça va déclencher le transcodage dans AWS. Et donc vous faites de l'autoscaling hybride s'il n'y a plus de capacité. C'est vrai, c'est ça. Nous, on appelle ça de l'offload parce qu'effectivement, on a une capacité qui est on-prem et on déborde sur AWS quand il n'y a plus de capa on-prem. Et donc pour faire ça, on utilise plein de petits services AWS que moi je trouve assez sympas. En gros, donc les fichiers qui doivent être déchargés sur AWS sont copiés dans S3. Et en fait, avec la notification ou l'événement finalement de l'update d'un fichier dans S3, on va mettre ça dans un SQS, donc dans le queuing d'AWS, et qui va déclencher à son tour une fonction lambda. Ouais. Et cette fonction lambda va lancer le transcodage de la VOD en utilisant notre application qui tourne dans EKS, le Kubernetes Manager. Vous avez une flotte Kubernetes managée avec des pods qui sont capables de faire le transcodage. En revanche, le déclenchement est pur événementiel sur une architecture événementielle. C'est le déclenchement, c'est l'upload d'un fichier dans S3 qui déclenche un message, donc c'est asynchrone, et qui envoie un message ou une API, enfin un appel d'API, je suppose, à votre application sur Kubernetes. Exactement. Cool. Ouais, c'est sympa. Et le fichier à l'origine, les fichiers qui viennent des studios, ça c'est stocké on-prem par les telcos. Oui, c'est ça. Donc il faut vraiment les copier. Et ça peut être plusieurs gigas aussi. Je suppose que c'est de la très haute qualité ce qui arrive là. C'est gros aussi, mais oui, c'est très gros. Et alors là, quand on est dans ces use cases là, c'est quand même des architectures qui sont pérennes, même si elles vont être scalables des fois, ça va scaler même à 0 sur les pods qui vont faire le processing vidéo. Mais l'infrastructure reste en place. Donc, ce qui se passe dans ces use cases-là, ils ont un lien Direct Connect. D'accord. Et côté cloud, là aussi, vous avez de l'autoscaling, je suppose, sur la partie Kubernetes, en fonction du volume, et vous pouvez traiter plusieurs fichiers en parallèle, etc. Oui, tout à fait. Donc, dans un bon déploiement, effectivement, on a une centaine, ça on peut scaler jusqu'à une centaine de nœuds Kubernetes. Ouais. Et les fichiers transcodés, on les ramène dans le data center après pour distribution via les circuits normaux, CDN et autres? Tout à fait. Donc, notre transcodage nous fonctionne avec S3, donc il récupère le fichier dans S3 et il le reposte republie, on va dire, dans S3. Et après, effectivement, ça fait partie du workflow de récupérer le fichier après on-prem. Et là, quels sont les mécanismes typiques asynchrones pour renotifier un process dans le data center qui a un nouveau fichier S3 qui est disponible?
Ma question n'était pas claire. Comment Non, c'est moi, je pense. En asynchrone, une fois que le fichier transcodé arrive sur S3, il faut prévenir le process qui lui est dans le data center il y a un nouveau fichier qui est là pour toi, mais vous n'avez pas la magie d'SQS, des notifications S3. Donc, comment on fait? On fait du polling, bête et méchant ou Et bien oui, on n'a pas encore trop le choix. Après, on n'est pas sur du temps réel, donc c'est-à-dire que si le fichier il dort pendant une petite heure, c'est pas très grave. Donc comme c'est pas du temps réel, effectivement, on peut se permettre un polling. Mais oui, il n'y a pas ce système sympa de notification dans l'autre sens. Et alors j'ai une question naïve, tous les telcos vont avoir à peu près les mêmes besoins de transcodage sur les mêmes catalogues vidéo, parce que et donc il n'y a pas de mutualisation possible, il y a un business à lancer là? Alors, on aimerait bien, mais effectivement, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a une problématique de droit, il y a une problématique de droit, il y a des problématiques, ce que je disais tout à l'heure, s'il y en a qui ont des droits pour de la SD, de la HD, mais pas de la UHD, d'autres qui ont les droits pour de la UHD. Après, il y a des questions de langue aussi, différentes langues qui vont pas être les mêmes. Il y a vraiment pas mal de critères qui rentrent en jeu. C'est vrai que nous aussi, on aimerait bien pouvoir mutualiser un petit peu tout ça. Ça éviterait de dupliquer X fois le processing, de consommer trop de ressources. Plus écologique aussi. Pour le côté green, ça serait vraiment hyper intéressant. Mais pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur les résolutions, même si c'est souvent similaire. Comme c'est jamais exactement pareil, on est obligé de le faire plusieurs fois. Tu as parlé de langue et de différents encodages en fonction des appareils clients. J'ai une question naïve, je crois que je connais la réponse, mais j'ai quand même envie de la poser. Pour les sous-titres, etc., ce sont des choses qui sont rajoutées après, ou vous faites un encodage par sous-titre? Quand je change de sous-titres, je passe des sous-titres en anglais, en espagnol, en français, sur ma télé, ça marche comment? Ça dépend. Non, oui, c'est fait au moment de l'encodage, et en fait c'est des pistes, on va dire auxiliaires, qui sont au niveau du fichier. Donc on retrouve exactement la même chose quand on fait de l'encodage live. On a la partie, on va dire, visible, que ce soit donc en effet la vidéo, on a l'audio, et on a après toutes les datas. Et entre autres, dans les datas, on peut retrouver donc les sous-titres, mais on peut aussi retrouver plein de décorations, on va dire, autour du signal, et typiquement pour faire de l'insertion de publicité ou faire d'autres actions. Donc les sous-titres, ils sont à ce moment-là. Et c'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est pas burné, j'ai envie de dire, gravé dans l'image. En fait, c'est une piste séparée comme la piste audio, et donc c'est un seul fichier à la fin qui contient le flux vidéo, mais aussi les flux annexes comme le son et les sous-titres. Et sur le monde de la box, il y a aussi du télétexte, par exemple, qui peut nous paraître peut-être dépassé, mais on a quand même, c'est ça, mais ça existe encore. Il y a des pays où c'est presque une obligation légale d'avoir des flux télétexte. Donc effectivement, il y a la piste vidéo, plein de pistes audio, et plein de pistes de métadata qui peuvent inclure des sous-titres, du télétexte. Et effectivement, après on rajoute aussi pas mal de marqueurs qui peut nous permettre de faire de l'insertion de publicité. Donc use case numéro 2, c'est de l'offloading, c'est ça, le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire utiliser le cloud, déchargement. Utiliser le cloud comme réservoir de capacité excédentaire quand on n'a plus de capacité disponible on-prem. Ça peut s'appliquer à des tas de use cases. Là, l'encodage vidéo est un bon use case, mais on pourrait imaginer des tas de use cases, notamment en dehors du domaine média dont on parle aujourd'hui. Troisième use case. On va de plus en plus compliqué. Oui, je crois. Le troisième use case, alors ça a l'air simple, mais ça pose plein de questions. C'est tout ce qui va être les disaster recovery. Donc on mentionnait tout à l'heure, effectivement, dans le monde des telcos ou dans le monde des médias, il y a eu quand même beaucoup de choses qui tournaient on-prem. Il y a beaucoup d'éléments critiques qui tournent avec les médias. Ça peut être politique, parce qu'il y a les diffusions de news, les informations, et il y a tous les côtés telco, avec l'esprit telco. Donc l'esprit telco, c'est quand même un taux dispo de 5,9 en permanence, parce qu'ils ont l'habitude de gérer de la téléphonie qui est critique, qu'un service critique. Donc finalement, ils ont dans cet état d'esprit le fait d'avoir de la redondance. Il faut toujours qu'il y ait un data center de backup, il faut toujours que tous les services soient redondés. Il y a vraiment cette culture de la redondance qui est hyper forte chez les telcos et dans le monde des médias.
Et en même temps, ce qui se passe, c'est qu'ils voyaient bien que d'avoir un data center on-prem pour tout ce qui est main, c'est bien. D'en avoir un où il y a des ressources qui font que dormir pendant 5-10 ans, parce que heureusement, un disaster, ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc ça fait énormément de coûts pour des ressources qui sont quasiment jamais utilisées. Donc le côté de justement de se dire, on a cette capacité de redondance, ce disaster, qui est capable de tourner dans le cloud public et donc qui est capable de scaler à presque pas grand chose quand on n'en a pas besoin, et on le scale à full speed full speed quand il y a un désastre qui arrive. C'est quelque chose qui est effectivement super attractif dans le monde des médias. Et donc les médias et les telcos utilisent les clouds, le cloud AWS aussi, pour implémenter une stratégie de disaster recovery. Vous avez travaillé avec des clients sur ces implémentations spécifiques? Oui, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, en fait, il y a plusieurs niveaux. Alors on a commencé, j'ai envie de dire, très basique, avec le backup and restore. Donc en fait, il y avait par défaut rien qui tournait. On backupait tout, toutes les configurations. Donc voilà. Et en fait, on fait des simulations parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas trop de désastres qui sont arrivés sur nos clients. Ouais. Et tant mieux, effectivement. Ça doit être assez sport. Mais ça permet de faire une simulation, parce que tu dis ça comme si c'était normal, mais si on y pense, on a toute une série de backups et puis il faut tester la reconstruction quasiment d'un data center complet à partir de ces backups. C'est pas un truc qui s'improvise, ça. C'est ça. Exactement. C'est pour ça, ce que je disais, c'est que ça a l'air facile dans le titre de se dire, ah oui, on backup tout, le restore dans le cloud. En fait, non, c'est beaucoup de tests à faire, beaucoup de scénarios, faut tout anticiper, en fait. Beaucoup de scripts. C'est d'avoir tout écrit en amont, effectivement. Donc, nous, on utilise Terraform comme infrastructure as code. Et l'idée, c'est effectivement notre architecture de référence, on l'a déclinée en script Terraform et on est capable de tout réinstaller beaucoup plus rapidement que si on veut effectivement tout refaire à la main. Et donc on utilise ça, on rejoue les scripts pour effectivement s'assurer que ça se passera bien le jour où il y a un vrai désastre qui arrive. Et donc il y a des exercices qui sont faits régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, pour tester ça? Plutôt tous les 3 mois. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire... Donc, quand on parle avec nos clients, parce que chaque client va avoir un besoin qui va être différent. Donc, on va retester sa configuration, son export, import de configuration. On en profite aussi pour mettre à jour les versions de nos softwares ou les versions de Kubernetes, puisqu'on tourne beaucoup sur Kubernetes, puisque ça expire tous les ans. Enfin, ça expire, ou c'est plus. Enfin, voilà, il y a une durée de vie de Kubernetes, la version qui est très très rapide. Très courte, ouais. Donc effectivement, on met à jour aussi toutes ces versions-là, on reteste, on revérifie. Donc il y a, j'ai envie de dire, pas un process continu, mais pas loin de tests et de nos configurations et de mettre en forme nos scripts, de retester nos scripts. Alors j'ai dit, peut-être par abus de langage, recréer un data center complet dans le cloud. Ici, on parle plutôt d'un cluster d'applications, d'un groupe d'applications qui vont bien ensemble. Oui, c'est pas toutes les applications nécessairement. Non, pas toutes les applications. Donc je disais effectivement, on avait commencé quand même avec le backup restore qui est plus basique et qui a moins de contraintes opérationnelles, on va dire. Mais effectivement, l'inconvénient, c'est que ça peut prendre une journée pour tout mettre en place, tout reconfigurer, tout retester, rebasculer le flux qui était envoyé sur le data center, le flux télé par exemple, qui était envoyé sur le data center, de le rebasculer dans AWS. Enfin, il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. J'allais y venir parce que je pense à 2 choses. D'abord, oui, c'est ce RPO, Recovery Point Objective, d'où on repart dans le passé. Est-ce que j'ai un backup qui date d'hier ou d'il y a une semaine? Et le Recovery Time Objective, combien de temps il faut pour redémarrer toute cette infrastructure à partir de zéro. Donc là, tu as répondu à cette question-là. C'est en plusieurs heures, voire en jours. Ouais, donc on ne parle pas de bascule. On va être sur l'ordre de la journée, je pense, à peu près. Ouais. Alors j'ai encore deux questions, dont une que tu as commencé à aborder. J'en ai une qui est sur le change management. Tu dis on fait un test tous les 3 mois. En 3 mois, il peut y avoir plein de changements dans un data center. Il y a des patchs de sécurité, il y a des déploiements. Tout à fait. Comment on garde tout ça? Est-ce qu'on trace tout ça, pour garder les 2 environnements ISO? On ne peut pas la garder tout ISO. En fait, non, on ne peut pas. Donc dans le backup restore, l'idée c'est de dire par défaut il y a rien qui tourne dans AWS à part nos tests tous les 3 mois.
de redéploiement avec toute notre infra, avec de notre Terraform, de nos produits avec les bonnes versions, de retester la configuration des clients. Donc on sauvegarde des configurations et on les réimporte pour vérifier que la chaîne de bout en bout fonctionne bien. Mais effectivement, s'il y a des patchs qui ont été mis à jour, non, c'est pas jouable d'être ISO en permanence, sinon ça revient à faire, on fait plus du backup restore, on fait du active-active. Et je suppose qu'on va y venir parce que tu parlais de différents cas de disaster recovery, et vous commencez avec le backup restore, et le active-active évidemment c'est le saint graal auquel beaucoup aimeraient bien aspirer, s'ils peuvent se le payer aussi, parce qu'il y a des différences de coûts. Oui. Mais avant d'aller crescendo dans ce scénario-là, j'avais une troisième question, mais tu as commencé à y répondre avant que je t'interrompe. Recréer l'infrastructure dans le cloud, c'est bien, mais après il faut switcher tous les flux, les applications, etc. vers l'infrastructure qui est dans le cloud. Donc c'est plein de changements DNS. Et enfin voilà, ça marche comment ? Eh ben, ça marche, ça dépend de chaque client. Il y a des changements DNS. Nous, on est dans un monde pas mal où c'est le flux qui est poussé vers AWS. Donc c'est effectivement de changer soit le nom DNS, soit les adresses IP. Enfin, effectivement, il y a pas mal de choses à changer. Donc ça va dépendre de chaque architecture de client. Donc c'est pour ça que je disais au tout début, ça a l'air simple, on se dit tranquille, on bascule et c'est bon. Le on bascule, il est quand même, ça s'anticipe avec pas mal de workshops d'architecture, de tests aussi, de tests, de mode opératoire à définir. Enfin, c'est sur le papier c'est facile, mais le bouton magique où on clique et ça bascule, ça n'existe pas. Alors si on a un recovery time objectif, donc le temps qu'il faut pour se remettre d'un désastre beaucoup plus court que la journée, quelles sont les autres options ? Alors, on commence à travailler sur ce qui est du Pilot Lite et Warm Standby. Donc, le Pilot Lite, ce qu'on fait, c'est en gros, on va avoir un petit peu de ressources qui vont tourner dans AWS, tout ce qui va être notre back-end, donc nos applications, mais qui vont tourner un peu à vide. Donc c'est ce qu'on va faire. Je t'interromps avant que t'expliques. J'avais une belle analogie quand j'étais en training pour expliquer le Pilot Light. C'était la veilleuse du chauffe-eau qui est allumée en permanence, qui est une toute petite flamme, mais au moins elle est là tout le temps, et quand on a besoin d'eau chaude, c'est toutes les flammes qui démarrent. Exactement. Donc ça c'est l'idée du Pilot Light. C'est ça, Et donc ça marche comment ? C'est là où en fait on va vraiment tirer parti des capacités d'autoscaling qu'on retrouve sur AWS. Donc nos applications en fait sont découpées avec la partie processing qui est finalement la partie la plus coûteuse, qui est capable de scaler, et donc celle-là va être réduite finalement à zéro pour pas qu'il y ait de coûts et que la solution de disaster recovery revienne le moins cher possible. Et on va juste avoir le back-end de l'application, donc ça veut dire tout ce qui va permettre de faire fonctionner au minimum l'application, permettre de se loguer dessus, permettre de gérer les configurations, etc. Et c'est vraiment au moment où on va venir basculer qu'on va envoyer donc la configuration justement sur cette partie qui tourne en permanence, qui résulte en des coûts qui sont très réduits. Et là, la partie processing va venir, et donc on va utiliser les autoscaling groups, les capacités de scaling de Kubernetes, pour venir déployer l'ensemble des chaînes de télévision et déployer de l'infrastructure. Oui, mais et les données parce que je veux dire, les données continuent d'évoluer. C'est ça qui est beau dans le monde de la vidéo. On-prem. C'est ce qui est beau dans le monde de la vidéo, c'est que nos données, elles sont hyper éphémères. Si on parle de flux live, en fait, nos données, j'ai envie de dire, 10 secondes après, c'est déjà trop tard. Enfin, la donnée, elle n'a plus de valeur, en fait. Donc, c'est aussi cette facilité qu'on a. Pour nous, la donnée, ça va être la configuration de nos chaînes de télévision. Donc, ça va plus être des fichiers exportables, et effectivement la configuration d'une chaîne de télévision, elle va pas changer, même pas tous les jours en fait. Donc c'est quelque chose d'assez statique, et j'ai envie de dire même si on perd une journée de données sur la configuration de nos chaînes de télé, ça change rien en fait, on n'a rien perdu. D'accord, vous n'êtes pas une banque, vous n'avez pas des milliers de transactions par minute à transborder d'un monde à l'autre, et donc vous vivez sur un environnement qui est on est sur du temps réel. C'est stateless, enfin il y a un état mais il change pas souvent. Et puis ça simplifie beaucoup. Ça simplifie beaucoup les choses, et puis en plus, comme nos applications finalement qui tournent on-prem, ce sont les mêmes qui tournent dans le cloud, on a déjà des configurations qui sont identiques. On n'a pas besoin de venir traduire la configuration qu'on a on-prem pour la transposer dans le cloud. On est vraiment sur finalement le même type d'application, donc les configurations sont identiques. À quelques adresses IP quelques adresses IP près.
Et on change le trafic vers le cloud dont on a parlé avant. C'est exactement la même problématique dans ce cas-là. Je suppose qu'il n'y a rien de différent entre le Backup Restore et le Pilot Lite. Oui, alors un petit peu quand même, parce que quand on a un minimum de notre application, donc ce que nous on appelle le back-end qui tourne dans AWS, en fait on peut quand même pousser le contenu, donc la chaîne qui est poussée on-prem, on peut aussi avoir le flux de backup qui va être poussé sur AWS, sur cette infrastructure minimaliste. Et donc on récupère quand même le flux. Donc on a quand même fait une marche en avant assez conséquente sur cette récupération du flux justement, parce qu'on la reçoit. Sachant que l'Ingress est gratuit, on en profite un tout petit peu. Et vous avez bien raison, parce que au prix où vous payez l'Ingress, il faut bien profiter de ce qui est gratuit. La même question sur le change management, s'il y a des upgrades de version, des security patches qui sont appliqués, c'est essayer de garder les deux environnements ISO également. Ouais, donc l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est là on a une infrastructure qui tourne. Donc nous, toute notre architecture est basée sur du Kubernetes. Donc on va garder, si on met à jour une version Kubernetes on-prem, on va la mettre à jour dans AWS aussi. Donc j'ai envie de dire, ça commence à être un peu plus facile d'un point de vue opération. Ça demande plus de temps au quotidien. Mais justement le changement, quand il doit être fait, il va être un peu plus fluide aussi. On a ce niveau d'abstraction en fait que nous amène Kubernetes, qui nous permet d'avoir des environnements qui sont finalement assez équivalents, que ce soit on-prem ou dans le cloud. Avec des restrictions d'utiliser les versions qui sont disponibles sur AWS. Je sais que je suis pas expert Kubernetes, mais je sais qu'on est un peu pas en retard, mais prudent dans l'adoption de nos versions Kubernetes. C'est très bien. Et donc vous devez répliquer ça on-prem également. Vous pouvez pas upgrader sur la dernière version on-prem. Donc tu avais dit Backup Restore, Pilot Lite, et puis tu avais cité un autre mot pour la troisième infrastructure de disaster recovery. Et oui, et ben la troisième, effectivement, c'est le Warm Standby. Donc l'idée, c'est on va distinguer des chaînes qui sont prioritaires de chaînes non prioritaires. Donc pour les chaînes qui vont être prioritaires, si on prend les chaînes de la TNT en France, par exemple, un opérateur de telco va avoir envie que ces chaînes-là elles soient redondables hyper rapidement. Donc si jamais il y a quelque chose, un disaster qui arrive, qui puisse basculer sur effectivement l'infra dans AWS et qu'il n'y ait pas toute la reconfiguration à faire. Donc c'est ce Warm Standby, donc, où on va effectivement avoir une infrastructure un peu plus costaud qui va tourner dans AWS avec les chaînes qui sont prioritaires. Et en revanche, s'il y a un désastre qui apparaît, c'est là où l'infrastructure qui tourne dans AWS avec les chaînes prioritaires va scaler pour accueillir les chaînes qui étaient vues comme non prioritaires. Alors des fois ils mettent pas toutes les chaînes en entier, mais ils rajoutent peut-être 50 chaînes ou une centaine de chaînes. Donc ça veut dire quoi par rapport à la précédente? Ça veut dire que au lieu d'avoir vraiment le minimum qui tourne, vous avez déjà une infrastructure taillée pour de la production, pour un groupe de chaînes dites prioritaires, et le reste viendra par du scaling, et donc ça peut prendre quelques heures en plus, enfin 1 heure ou 2 en plus, peut-être, pour arriver même moins que ça. Ouais, même pas. Ouais, ça dépend de la vitesse à laquelle vous scalez, et la quantité de choses qu'il faut scaler, mais oui, si c'est que Kubernetes, ça peut aller assez vite. C'est que Kubernetes, oui, exactement. Tiens, donc ça scale plutôt vite. Petite question, pure parenthèse, Kubernetes Fargate ou Kubernetes sur EC2? Pas encore Fargate, on y pense. En fait, quand on a commencé effectivement à travailler sur Kubernetes pour la vidéo, Fargate nous limitait à 4 CPU par pod. Et ce qui pour nous était une contrainte, on pouvait pas faire d'HD, on pouvait pas faire du HD, donc c'était un peu contraignant. Maintenant que ça a augmenté, je crois, à 32 CPU, on va pouvoir commencer à jouer avec. Fargate, juste pour vous permettre de rattraper le train en route, si vous connaissez pas Fargate ou vous n'avez pas entendu parler, c'est une option de déploiement sur EKS, donc le service managé de Kubernetes, qui vous permet de ne pas devoir manager vos propres serveurs. L'alternative, c'est de gérer votre flotte de serveurs EC2 et de les donner à EKS pour dire voilà, c'est là que tu déploies tes pods. Super intéressant comme conversation. Donc 3 use cases très différents d'hybridation entre du on-prem et du cloud dans le monde de la vidéo, mais il y a plein de choses que vous avez dites qui s'appliquent aux autres métiers également. On a parlé de data transfert et puis process dans le cloud, c'était votre premier use case qui peut s'appliquer à des tas de use cases d'analytics et autres, où j'ai des données chez moi ou quelque part et puis je les mets dans le cloud pour les traiter. C'est ce que vous faites avec les signaux vidéo pour des événements. Deuxième groupe de use case, l'offloading. On a une capacité on-prem, mais on veut utiliser le cloud comme un réservoir de capacité complémentaire
quand on arrive à bout de capacité on-prem. Et là encore, votre use case vidéo, encodage vidéo a beaucoup de sens, mais je peux imaginer des tas d'autres use cases dans l'industrie, dans la finance, où ce type d'architecture peut s'appliquer. Et puis le troisième, le disaster recovery, qui est un classique. J'ai donné beaucoup de cours à AWS dans ma jeunesse chez AWS, avant que j'ai des cheveux blancs. Et on avait dans ce cours d'architecture, on aborde cette thématique de disaster recovery avec exactement les 3 patterns dont vous avez parlé, le backup restore, le pilot light ou le full size. Comment tu l'as appelé toi, le warm standby, c'est ça? Ouais, warm standby. Warm standby, parce qu'on n'est pas complètement actif. Oui, il y a encore le quatrième qui est actif, où là les 2 data centers entre guillemets, on-prem et l'infrastructure cloud, traitent des signaux indifféremment l'un et l'autre. Ça se fait dans le monde de la vidéo? Juste curiosité. Oui, mais ils le feront plus on-prem, je pense. Avec 2 data centers on-prem, c'est ça? Avec 2 data centers voilà, la plupart du temps, nos clients en fait dédoublent leur workflow, donc ils ont toujours des architectures 1+1 pour être sûr d'avoir quelque chose en sortie, pas d'écran noir. Et donc le disaster recovery vient vraiment en plus de cette architecture qui est déjà 1+1. Christelle Legal, Lead Cloud Solution Architect, et Jules Merméhusson, Cloud Solution Architect, tous les deux chez Atem, une boîte française spécialisée dans, vous l'aurez compris, le traitement des signaux vidéo digitaux, qui travaille beaucoup avec les telcos et les broadcasters. Merci, les diffuseurs, pardon. Merci pour vos explications sur vos cas d'utilisation d'architecture hybride, les cas de vos clients en tout cas, comment vous les appliquez avec le cloud AWS. C'était une conversation passionnante. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.